Alors, donc je vais faire petite conférence sur l'intergénérationnalité en littérature jeunesse du point de vue de l'autrice et comment on écrit l'intergénérationnalité. En réalité, je vais surtout parler de représentation des personnes âgées et particulièrement des grands-parents et figures grand-parentales en littérature jeunesse. Je ne vais pas parler des sorcières, je ne vais pas parler des vieux sages, de tout ce genre de figures. Voilà, je vais parler principalement de ça. Si tu pouvais passer juste, voilà, je vais vous raconter une histoire de bête sauvage pour commencer. Alors, qui reconnaît ces personnages? À part ma maman, qui ne les reconnaît même pas, c'est horrible. Ah bah oui, mais non, mais parce qu'il y a des livres à moi qui ne sont pas étudiés routinement à la Sorbonne, paraît-il, dont celui-ci, qui s'appelle Carambolange, qui est un livre que j'ai publié chez Sarbacane il y a quelques années. Emmanuel, tu t'en souvenais quand même. Et dans ce livre, on a une grand-mère, Mamie Paulette, qui est là, et un petit ange qui s'appelle Nell. Et alors, l'histoire commence avec la mort de la grand-mère, enfin de la vieille dame, parce qu'elle n'est pas une grand-mère, mangée par une bête sauvage. Et en fait, c'est pour ça que l'ange vient la chercher sur la terre où elle est, pour l'emmener dans son taxi volant jusqu'au paradis où elle doit arriver. Elle a été dévorée par une bête sauvage et elle va devoir enquêter sur ce qui s'est passé, sur sa mort. Ça, c'est la version qui est en librairie. Mais, je ne sais pas si tu sais ça, Emmanuel, tu n'étais pas l'éditrice sur ce projet. C'était pas la version d'origine. Car dans le manuscrit d'origine, ce n'était pas une vieille dame qui se faisait dévorer par une bête sauvage au début du livre, mais une petite fille de 11 ans qui s'appelait Lily. Je l'avais d'ailleurs moi-même oublié, je suis retournée dans le manuscrit pour vérifier. J'envoie donc ce manuscrit à Thibaut, mon éditeur, et je lui dis voilà, histoire comique avec un ange qui apporte une petite fille qui s'est fait dévorer par une bête sauvage au paradis, puis en fait elle veut enquêter sur les circonstances de sa mort. Et là, ça a coincé avec Thibaut. Parce qu'en fait, il n'aimait pas trop l'idée d'une histoire pour enfants de 11 ans qui commence sur une petite enfant de 11 ans qui se fait dévorer par une bête sauvage. Il m'a dit c'est très dommage, car l'histoire est drôle, plaisante, mais la petite fille de 11 ans qui meurt dévorée par une bête sauvage, on va éviter quand même au début. Et moi, je suis là-bas, comment on fait? Parce que toute l'histoire dépend de là. Il m'a dit, pas de panique, il existe une solution facile, remplace-la par une vieille dame. Alors, au début, j'ai échoué à voir la logique, et en fait, après, j'ai immédiatement été captivée. Évidemment, une vieille dame qui se fait dévorer par une bête sauvage, c'est beaucoup moins traumatisant, visiblement, qu'une petite fille. J'ai donc changé toute l'histoire. Je me suis retrouvée avec une vieille dame qui se fait dévorer par une bête sauvage, et qui ensuite devient, donc, noue des relations avec Nell, presque grand-parentale, donc, et se retrouve à arriver au paradis, etc., etc. Donc, j'écris tout ça, je mets évidemment, pour le coup, tous les clichés, archétypes et stéréotypes qu'on peut voir d'une vieille dame. Vous voyez qu'elle a, ça c'est des illustrations d'Églantine, hein. Elle a un chignon, elle a des lunettes, elle a une canne bionique, etc., etc. Et en fait, c'est que de très nombreuses années plus tard que je me suis dit, mais quand même, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que avoir une vieille dame de 93 ans et 4 jours qui se fait manger par une bête sauvage, c'est moins traumatisant? Et en fait, objectivement, on le sent. Vous voyez ce que je veux dire? Instinctivement, on sait que c'est moins traumatisant, que ça va être plus drôle d'une certaine manière. Mais pourquoi c'est quand même extrêmement cruel et bizarre quand on y réfléchit? Et donc les trois questions que j'en dérive pour cette conférence, c'est les suivantes. D'abord, pourquoi la mort des personnes âgées est-elle si douce, pour reprendre un terme cher à Beauvoir, en littérature jeunesse? Au point qu'une mort de bête sauvage, c'est pas grave. Deuxièmement, et peut-être on en dérive cette question, comment représenter des personnages âgés quand on est écrivain jeunesse? Et troisièmement, et là c'est la note plus positive, parce qu'en réalité c'est ce qui se passe dans le livre, pourquoi la littérature jeunesse fait-elle état d'une telle complicité entre personnages âgés et enfantins? Parce qu'en réalité, ce qui se passe à la fin de Carambolange, c'est que le petit Nell, l'ange et la vieille dame ont lié une relation extrêmement forte, et que quand elle finit par disparaître au paradis, je m'auto-spoil, bon bref, idéalement on est triste, idéalement il y a de l'émotion qui se passe, et en même temps une certaine satisfaction que cette relation se soit nouée. Donc je commence par la première partie, des morts si douces. Je ne sais pas si quelqu'un a lu, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont lu le livre de Beauvoir, Une mort si douce, qui est l'un des livres les plus bouleversants qu'on a pu écrire sur la fin de vie. Ça date d'un peu longtemps maintenant, elle écrit sur la mort de sa mère. Si tu peux juste passer, Alia, merci. Alors, vous connaissez l'expression « un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et j'aime beaucoup cette expression, comme tout le monde, mais quand on y réfléchit, c'est quand même important de se souvenir qu'un vieillard qui meurt, c'est d'abord une personne qui meurt et pas seulement une bibliothèque qui brûle. Et la littérature jeunesse l'oublie volontiers, je trouve. En fait, éminemment, en littérature jeunesse, la mort du grand-parent ou de la figure grand-parentale est très avantageuse pour l'enfant. Ça sert à apprendre la mort en général. En général, dans la littérature jeunesse, on passe de la mort du poisson rouge à la mort du chien, à la mort de la grand-mère.
Comme ça, on apprend graduellement la mort, parce que c'est quand même compliqué comme histoire. C'est pile poil assez poignant, mais c'est quand même pas trop traumatisant, selon cette littérature, encore une fois. Donc en fait, la personne âgée en littérature jeunesse, et surtout sa mort, sont d'abord vécues comme un enseignement moral et de vie pour l'enfant, en évacuant en fait la personne qui, littéralement, perd la vie dans ce genre d'histoire. Tu peux passer juste la prochaine. Classique de la littérature jeunesse, de l'album jeunesse, Grandpa de John Burningham. Je crois qu'il a été traduit en français sous le titre Grand-Papa, mais je ne sais pas. On ne compte plus les romans, les albums, les romans juniors, les romans ados, où il y a une relation développée entre enfants et figure grand-parentale, dans le simple but de la faire s'achever dans les toutes dernières pages, de manière extrêmement poignante, à la fois pour le lectorat adulte, qui est l'intermédiaire entre le livre et l'enfant. Et non, en même temps, Thibaut Bérard m'envoie des emails qui n'est pas du tout pratique, tu lui diras. Et parfois assez subtil pour que l'enfant ne la comprenne pas. Grandpa, c'est un exemple très intéressant. Donc on a cette petite fille qui est avec son grand-père et ils se parlent. Tout le long, ils se parlent. Donc voilà, son père lui présente des asticots dans le jardin. Ils vont faire des choses ensemble. Et dans les 2 dernières pages, on a le grand-père assis avec des médicaments. Il y a écrit « Grand-papa ne peut pas sortir jouer aujourd'hui ». La toute dernière double page étant celle-ci. Aucun mot, donc la force de l'album vraiment typique, hein, où on a un fauteuil vide en face de la petite fille et rien n'est dit. Alors c'est exactement le type de représentation qu'on a en littérature jeunesse de manière plus ou moins bonne, et celle-là est absolument excellente, qui est très pratique parce qu'en en fait, on prépare subtilement l'enfant tout en le laissant assimiler cette nouvelle quand il est prêt en réalité. Parce qu'il n'y a rien qui empêche un enfant qui lit ça de se dire il doit être quelque part d'autre, il est parti en vacances, il est en train de se promener, bon, jusqu'à ce qu'on soit prêt à accepter cette réalité que très probablement l'adulte connaît, hein, qui est que le grand-père est mort. Bon, ça c'est très typique des albums jeunesse. Si tu peux passer juste à la suivante, très bien. Là, je suis sûre que vous en reconnaîtrez. On a en fait dans les livres où les personnes âgées meurent à la fin, généralement des grands-parents, une espèce de... C'est un peu tempéré par la connaissance, on va dire, que les personnes ont vécu une belle et longue vie. Et ça, d'une certaine manière, on se le dit dans la vie de tous les jours. C'est normal que la littérature jeunesse répercute ces opinions-là. Parce que la notion, voilà, la clé de l'album, du roman, c'est la transmission qui s'effectue auprès de l'enfant de cette belle et longue vie. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la mort de la personne âgée est très rarement politisée en littérature jeunesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On meurt souvent de vieillesse ou de causes inexpliquées. Grand-père ne meurt pas d'un cancer occasionné par les particules fines qu'il a absorbées pendant 40 ans de travailler sur les chantiers navals. C'est très rare. Alors que la littérature jeunesse est par ailleurs très politisée. Hein. Mais la mort des grands-parents est naturelle. Ils meurent de mort naturelle. Anne Fine, c'était la toute première, ou l'une des toutes premières, il me semble, à parler de fin de vie dans SOS Mamie en 97, que j'ai lu quand j'étais petite. Et là, elle en parlait vraiment pour le coup. Il était vraiment question de fin de vie, il était question d'une grand-mère qu'on rapportait dans la famille parce qu'elle était en fin de vie. Et ses enfants, ses petits-enfants s'occupent d'elle. C'est difficile, ça montre la difficulté de s'occuper d'une personne âgée, valétudinaire, etc. Mais même dans les exemples les plus complexes, très souvent, la mort finale du personnage âgé est porteuse d'espoir. Elle est dans, entre guillemets, l'ordre des choses. Le message universel, c'est qu'on peut, et d'une certaine manière qu'on doit, toujours se remettre de la mort d'un grand-parent. Il n'y a pas vraiment d'autre option. On n'a pas de personnage qui reste éternellement en deuil d'une personne âgée dans la littérature jeunesse, si tant est qu'on en est, de toute façon, qui reste en deuil d'une personne pour toujours. Mais dans le cas des personnes âgées, c'est particulièrement palpable. Le deuil de la personne âgée est principalement une leçon pour l'enfant. Si tu veux juste... Et en réalité, on a aussi très peu de portraits de vrai deuil en littérature jeunesse de la personne âgée. C'est un peu considéré comme des moments de l'intrigue, des moments narratifs importants, parce qu'ils vont déclencher peut-être une recherche d'origine, ou ils vont déclencher une enquête, ou ils vont déclencher un changement de vie, un changement de lieu. Mais tout ça, ça reste d'ordre narratif et très peu psychologique, sauf dans certains cas. Je pense qu'on a une représentation absolument remarquable dans L'Arbre sans fin de Claude Ponty, dont vous avez les quatre panneaux ici,
dans L'Arbre sans fin, où Hippolène, l'histoire commence par la mort de la grand-mère, et Hippolène se transforme en larme. Voilà, le lendemain matin, Hippolène se cache dans sa maison secrète. Elle a un grand trou dans son amour. Elle est si triste tout entière qu'elle se transforme en larme. Et cette larme si triste tombe au travers de l'arbre sans fin. Elle tombe longtemps entre les feuilles qui essayent d'être douces. Et on a vraiment une très belle page d'ici qui, je pense, est vraiment construite par Ponty pour nous montrer la longueur de ce deuil, parce qu'une goutte qui tombe, c'est très rapide. Et là, il le représente de manière extrêmement lente, extrêmement longue, en utilisant toutes les ressources de l'album pour montrer ce processus de deuil. Ça reste assez isolé quand même en littérature jeunesse. On peut voir la suivante. Là, on a notre trublion préféré, Roald Dahl. Et je pense que l'exemple de Dahl, vous allez le voir réapparaître. Dahl, c'est vraiment, je trouve, l'un des plus originaux en littérature jeunesse d'auteurs pour ce qui est de la représentation des personnes âgées et en particulier de la mort. Est-ce que vous savez de quel texte sont issues ces deux images ? Une idée? Il y a un petit indice là. Non, là je vais vous faire un gros spoil si vous ne l'avez pas lu ce texte. C'est Sacrée sorcière, il y en a quand même qui l'ont lu? Oui. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre ma place pour dire qu'est-ce qui se passe à la fin de Sacrée sorcière, car je déteste spoiler les choses, mais là je suis obligée. Non. À la fin de Sacrée sorcière, notre héros et sa grand-mère, qui sont partis à la chasse aux sorcières, donc sont partis pendant toute l'histoire, et le petit héros se retrouve changé en souris. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il est changé, il ne va pas se rechanger en humain, il est vraiment changé en souris. Est-ce que quelqu'un se rappelle la conversation finale qu'il a avec sa grand-mère dans l'histoire? Oui, racontez-nous. Il est content d'être une souris parce que comme ça, il va pouvoir mourir en même temps que sa grand-mère. Absolument. Une conversation extrêmement étrange en littérature jeunesse. Et je pense que je suis loin d'être la seule à avoir été complètement choquée par cette conversation quand j'étais petite, tellement elle contrevient aux attentes absolument, quasiment à la limite de l'archétypal en littérature jeunesse, qui est qu'on meurt après ses grands-parents. Or, notre petit héros déclare absolument, ayant fait la paix avec cette histoire, que vu qu'une souris vit 5 ou 6 ans et que sa grand-mère risque à peu près de vivre 5 ou 6 ans, il mourra en même temps que sa grand-mère. En littérature jeunesse, ça n'arrive quasiment jamais. On ne meurt pas en même temps que ses grands-parents. Et d'une certaine manière, c'est presque l'inverse. Le grand-parent est la preuve concrète et palpable en littérature jeunesse que on meurt quand on est très vieux et jamais avant. On est vraiment vieux quand on meurt. La mort est très loin. Je fais l'hypothèse, personnellement, que la mort du grand-parent, bien qu'elle soit troublante et traumatisante pour l'enfant, protège le parent, en réalité. Protège l'image que l'enfant se fait de la santé de son parent. Ce sont les grands-parents qui meurent, me semble-t-il. Ça veut dire que papa et maman, eux, ne mourront pas tout de suite, ils mourront dans très longtemps, quand moi-même je serai parent, ce qui est du domaine de l'inimaginable pour un enfant de toute façon, donc ça ne sera pas du tout pour eux. De manière très intéressante d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la douleur du parent qui perd son propre parent en littérature jeunesse est très rarement représentée. Les enfants sont tristes d'avoir perdu leurs grands-parents, mais il est très rare qu'on voit même dans des romans adolescents des parents souffrir de la mort de leurs parents alors qu'ils en sont quand même orphelins. Et très souvent, la mort d'une personne âgée est tout aussi traumatisante, sinon beaucoup plus, pour leurs enfants que pour leurs petits-enfants. Donc, ouais, alors dans L'Arbre sans fin, qui est vraiment exceptionnel dans son portrait du deuil, pour le coup, ouais. Donc tout ça, c'est un peu des archétypes qu'on retrouve en littérature jeunesse et qui utilisent la mort du grand-parent ou de la figure grand-parentale, d'une certaine manière, comme mécanisme de protection contre la mort, alors même qu'elle dévoile cette mort, je trouve, il me semble. Vas-y. Et ça, c'est quelque chose que j'ai cherché, parce qu'en tant qu'écrivaine, quand on commence à se rendre compte de ces dynamiques-là, eh ben, ça nous force absolument à une réflexion sur notre propre pratique, il me semble, que je n'avais pas du tout à l'époque de Mamie Paulette et de Carambolange, ce qui ne veut pas dire que je renie ce livre, hein, il est très marrant de plein d'aspects, j'ai aucun problème avec. Mais par contre, j'ai beaucoup réfléchi pour Âge tendre, et notamment, je me suis aperçue d'une formule typique de l'histoire Alzheimer, où on a une jeune personne qui rencontre une personne âgée atteinte d'Alzheimer, ou pas d'ailleurs, une personne âgée qui, au départ, ils s'entendent pas très bien, mais après, quand même, ils s'entendent bien, ils font un road trip, ou une histoire, ou une aventure, et finalement, la personne meurt, mais tout va bien quand même, parce qu'il y a eu ce road trip et cette aventure avant. Et donc, j'ai fait dire à mon héros Valentin, dans Âge tendre, la note rétrospective suivante. Pendant le CERCI, le service civique, et après,
J'ai lu pas mal de livres et vu pas mal de films sur la maladie d'Alzheimer et la démence, etc. Et en général, j'ai remarqué que ça se passe comme ça. Un personnage jeune rencontre un vieux monsieur ou une vieille dame qui a Alzheimer. Ou alors, c'est son grand-père ou sa grand-mère, mais ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Au début, ils s'entendent bof. Il y a des clashs générationnels. Exemple, l'un écoute sa musique trop fort, l'autre parle trop de ses souvenirs de guerre, etc. Ensuite, ils font une aventure ensemble. Exemple, vivre ensemble un peu, remplir une mission, faire un road trip, etc. La personne jeune apprend beaucoup de sagesse de la personne âgée. La personne âgée est toute joyeuse au contact de la personne jeune. Les deux y trouvent donc leur compte. La personne âgée meurt. Fin. On ferme le livre ou on éteint le film, les yeux pleins de larmes gentilles. On a appris que la mort d'une personne âgée, bien que triste, peut être une très jolie chose. Et je voulais vraiment avoir cet aspect, ce moment-là dans le texte, ce modèle type dont je plaisante à ce moment-là, parce que d'une certaine manière, je cherchais aussi sciemment à ne pas reproduire ce schéma-là, et aussi parce que ça m'intéressait d'alerter, entre guillemets, le lecteur ou la lectrice qui se serait attendu à un tel schéma narratif, de ne pas s'y attendre, en fait. Je voulais dire, vous savez quoi, stressez pas. Il y a personne va mourir, ça va bien se passer. En fait, et parce que c'est très très longtemps avant la fin. Hein. Il dit après au lecteur ou lectrice, personne ne va mourir, tout va bien. Et je trouvais d'une certaine manière que c'était important de désactiver cette attente type, parce qu'elle focalise l'esprit des gens, des lecteurs, des lectrices, sur un truc, au secours, la personne âgée va mourir. La personne âgée va mourir, comme vous savez quand on a un petit chien, le petit chien il va forcément mourir, ou le fusil de Tchekhov va être absolument tiré avant la fin. Moi je voulais pas que les lecteurs et les lectrices se mettent dans un état d'esprit de pré-deuil pour rien. Je voulais qu'ils ne passent pas à côté des autres choses qui me semblaient plus importantes dans le texte que ça. On arrive avec cette question à celle de la diversité dans les représentations des personnes âgées. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la table ronde et je voulais moi aussi en parler. Alors si tu cliques là, voilà. Là c'est ce qui se passe quand on cherche grands-parents sur Google. Le grand-parent a des cheveux blancs ou gris. Le grand-parent a une canne et des lunettes. Le grand-parent, alors là c'est pas représenté mais il est sourd, en général il a des trous de mémoire. Le grand-parent est blanc. Comme la plupart des catégories de personnages en littérature jeunesse, le grand-parent est vraiment très très blanc. Pourtant, avec un écart générationnel moyen de 31 ans, disons, le grand-parent type a à peu près entre 70 et 80 ans quand un enfant est en âge de lire de la littérature jeunesse. Et à 70 ans, on est quand même loin de réunir tous ces traits. Et c'est que très récemment, étonnamment, en littérature jeunesse, qu'on a commencé à s'intéresser aux questions de représentation des personnes âgées, alors même que ça fait très longtemps qu'on s'intéresse aux questions de représentation d'autres catégories sociales. Mais les études de l'âge, en général, en sociologie, même si elles existent depuis les années 60-70, ce n'est que plus récemment qu'elles ont intégré le champ culturel et encore plus récemment le champ de la littérature jeunesse. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Et donc ça fait que quelques années maintenant qu'on commence vraiment à y réfléchir. Alors on a quand même des représentations un peu étonnantes, si tu peux juste cliquer, voilà. Je sais pas si c'est celui-là auquel vous pensiez. Ouais, une grand-mère formidable. Quand on voit ça, on a presque une espèce de... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ça, vous êtes... Mais c'est pas une grand-mère ça. Vous avez pas ça ? Quand on voit ce texte, on se dit mais elle est où la grand-mère en fait ? Et si tu recliques encore... Alors là, c'est la fameuse encyclopédie des mamies d'Éric Veillé, qui sont ce genre de textes qui cherchent un peu à chambouler ces représentations-là, afin de présenter d'autres modèles de grand-mère qui sont pas avec une canne et une voix chevrotante, etc. Mais en général, les stéréotypes d'âge en littérature jeunesse ne communiquent à l'enfant qu'une vision très uniformisée de ce que c'est que de devenir vieux. Et une vision aussi très genrée, je pense que c'est important de le dire. Le personnage âgé en littérature jeunesse, s'il est une femme, une grand-mère, ici c'est Marcel d'Anne Wilsdorf dans Poppy, que vous retrouvez tous les mois. La grand-mère fait beaucoup de gâteaux et le grand-père fait beaucoup d'activités du dehors. C'est d'ailleurs beaucoup plus la grand-mère, je trouve, qui s'occupe de Marcel que le grand-père. Encore une fois, ça n'a rien d'étonnant, la littérature jeunesse fait ça à toutes les catégories d'âge, hein, les stéréotypes de genre, mais c'est très fréquent avec les grands-parents en particulier. Je note aussi que les grands-parents en littérature jeunesse ont cette qualité merveilleuse d'être toujours disponibles pour leurs petits-enfants. Ils les adorent, ils s'occupent tout le temps d'eux. Mais ils n'ont rien d'autre à faire, évidemment, car ils sont libres et à la retraite. Donc que feraient-ils d'autre que de prendre en charge de délicieux chérubins faits par leur propre chair et sang que sont leurs enfants ? Donc voilà, il y a une notion aussi du grand-parent parfaitement improductif dont le temps est entièrement dévolu au petit enfant. Tu peux changer ? Le grand-parent est absolument asexuel.
il a tellement pas de sexualité que Roald Dahl, encore, dans une vision que je ne peux qualifier que d'ironique, parce que franchement, c'est difficile de faire autrement, nous dépeint les 4 grands-parents de Charlie, dans Charlie et la chocolaterie, qui ont pratiquement le même nom, en plus d'être dans le même lit, mais donc ils sont dans le même lit. Voilà. Leur vie sexuelle est tellement néantisée qu'ils dorment tête bêche comme des tout petits enfants dans un lit, dans le même lit. Alors ça, c'est sûr, Suzy va nous faire une explication de texte très différente. Mais c'est pour ça aussi que je la lis comme ironique, c'est-à-dire que pour moi, Dahl, il s'amuse avec cette histoire. Alors ça ne veut pas dire que le grand-parent a été asexuel par le passé, et il y a des livres qui sont très intéressants, intergénérationnels, où notamment les grands-mères vont raconter des choses de leur jeunesse et de la révolution sexuelle, notamment aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Il y a une espèce de transmission là, notamment des années 60-70 qui se passe. Dans l'un de mes tout premiers romans qui n'a jamais été publié, qui était un roman junior, la grand-mère expliquait à la petite fille qu'elle avait signé le manifeste des 343, par exemple. Et ça, c'est une représentation qui est assez typique des grands-mères qui ont été sexualisées par le passé. Mais en général, c'est très rare d'avoir des grands-parents qui sont représentés comme sexuellement actifs. Et je pense qu'on peut saluer Marie Desplechin qui, dans J'envie ceux qui sont dans ton cœur, donc là je crois que c'est 98, un truc comme ça, encore une fois je l'ai lu quand j'étais petite, tu peux juste recliquer, voilà, nous donne l'une des toutes premières représentations d'une grand-mère lesbienne qui vit en couple avec sa partenaire, sa compagne Edmond. Et le héros en parle avec son ami. Alors il suffit juste de parler de Rosémée qui aime Edmond, qui aime Rosémée, pas d'étiquette, juste la liberté. Tu crois que Rosémée et Edmond ne la connaissent pas, l'étiquette, c'est leur affaire à elles. Tant qu'elles ne me l'ont pas dit, je ne le pense pas. Elles sont pour moi des personnes uniques au monde, avec une histoire unique au monde. Dans J'envie ceux qui sont dans ton cœur, on a vraiment un personnage âgé qui a une vie, une individualité, un parcours historique et qui, pour le coup, existe en tant que personne âgée et pas juste en tant que quelqu'un qu'on tue à la fin pour apprendre des choses sur la mort. Mais c'est extrêmement rarement le cas encore aujourd'hui. Les personnes âgées sont quand même uniformément soit hétéros, soit seuls, qu'ils soient veufs ou veuves. On a aussi un point commun, c'est que les personnes âgées sont gentilles. Alors les vieux vieillards hommes, ils sont un peu grognons, on est d'accord, mais gentiment grognons. À part les sorcières ou certains cas très précis, les personnes âgées sont gentilles. La vie sexuelle déviante des personnes âgées est un énorme tabou. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà qu'on parle très peu de pédocriminalité en littérature jeunesse. Quand il est question de pédocriminels, c'est systématiquement des oncles, des beaux-pères ou des pères, c'est jamais des grands-pères, alors même qu'on sait empiriquement qu'énormément des auteurs de crimes sexuels contre des enfants, d'abus sexuels incestueux, sont des grands-pères. Ça, c'est absolument un tabou en littérature jeunesse. Je n'ai connaissance d'aucun texte, peut-être qu'on me modifiera cette impression, où le grand-père est un pédocriminel. En général, la personne âgée est donc très gentille, c'est une caractéristique majeure, elle est adorable avec les enfants, et quand ce n'est pas le cas, le texte se charge de la faire changer. Donc là, on a Suzanne Griotte de Thibaut Bérard, qui vient de sortir, qui est très très chouette, où on a Suzanne Griotte, elle est méchante. Mais heureusement, grâce à un pacte passé avec le diable, elle va devenir plus gentille avec les enfants et elle va se transformer littéralement. Cette fois, je ne vais pas le spoiler parce qu'il va me tuer le Thibaut si je lui spoil sa fin. Voilà, tu peux appuyer. Encore une fois, on a un petit trublion préféré, Roald Dahl, qui nous présente dans La potion magique de Georges Bouillon une grand-mère qui est vraiment pas gentille. Elle est tellement invivable que son petit-fils essaye de la tuer. Donc il fait une grande potion. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer à l'intérieur, mais il se retrouve à faire exactement l'effet inverse, puisqu'il dynamise et énergise et galvanise cette atroce bonne femme, qui est d'ailleurs toujours aussi insupportable à la fin, et on a un portrait de mamie vraiment pas sympa, mais c'est quand même assez rare. Vas-y. Alors, on a aussi des super mamies. Les personnes âgées sont comiques. Alors pourquoi elles sont comiques? On en a parlé un peu de l'humour tout à l'heure, mais la personne âgée est comique. Je pense qu'il y a un potentiel très fort de décalage entre leur allure, qui est si bien sous tout rapport, et une insoupçonnable vieille dame, et les bêtises qu'elles peuvent faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi-même quand j'ai fait Carambolant. J'ai accentué des traits très respectables, les châles en tricot, les pastilles Vichy dans la boîte à gants de la voiture, et les bêtises qu'elles font. Ce qui est intéressant littérairement pour moi, c'est que plus une personne âgée est représentée de manière stéréotypique, plus le potentiel comique
est fort, en fait, ce qui est souvent le cas, et c'est un peu ce que disait Emmanuel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, l'archétype ou le stéréotype a une fonction narrative très forte, c'est qu'il génère des scripts dans la tête du lecteur ou de la lectrice, et quand ces scripts-là sont transgressés, eh ben, on a un effet qui peut arriver, un effet comique, un effet triste, ça dépend un peu de ce que c'est. Donc les attentes concernant un personnage, la canne, le dos voûté, les cheveux blancs, etc., vont en générer d'autres, et va générer de l'humour quand on brise le script. Dans H-Tendre, ce qui m'importait, c'était d'avoir des personnages, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait un aspect humoristique, mais je voulais une grande variété de personnages, ça c'était très important. Je voulais des personnages qui étaient à différents stades de l'avancement de leur maladie. Je voulais des personnages, certains qui étaient vraiment pathétiques, d'autres qui étaient très drôles, d'autres qui étaient de temps en temps complètement lucides et pas spécialement amusants, d'autres qui ne l'étaient pas, etc. Et j'en voulais certains avec lesquels mon héros allait nouer une complicité, et d'autres non, comme avec tout le monde. Dans cette dernière partie, je vais parler de la question très intéressante de la complicité du personnage jeune et du personnage âgé. Tu peux passer, hop, Verte, Marie Desplechin, adaptation de Magali Lehuche. Alors, ta mère m'a demandé de t'enseigner certaines choses, dit Anastabot, la grand-mère de Verte à Verte. La personne âgée en littérature jeunesse, généralement, est là aussi pour transmettre des enseignements de certains types à la personne jeune, et qui le fait le plus souvent par-dessus la tête de la génération intermédiaire. Et c'est là qu'il y a un côté positif dans ces représentations de personnages âgés en littérature jeunesse, c'est que la littérature jeunesse va d'une certaine manière entériner l'idée qu'il existe une sorte de complicité de situation entre la génération des enfants et des adolescents et celle des personnes âgées. Là, le personnage adulte, les parents, ils sont trop terre-à-terre, ils sont trop occupés, ils sont trop irritables. L'adulte non âgé, il est indisponible souvent en littérature jeunesse pour nouer une vraie relation. Alors que la personne âgée, quant à elle, malgré tous ces stéréotypes et ces archétypes, est quand même là, très présente et très transgressive par rapport à l'ordre établi pour nouer avec l'enfant des relations que la société adulte ne leur permet ni à l'un ni à l'autre de vivre pleinement. En fait, d'une certaine manière, la représentation des personnes âgées et de leur complicité avec les personnes jeunes va très souvent à l'encontre de l'agisme qui existe dans toute une société, dans toute notre société. Un agisme qui est à la fois excluant par les lieux, les enfants sont trop petits pour accéder à beaucoup de lieux, les personnes âgées parfois ne sont pas en capacité d'accéder à certains lieux aussi. Les enfants comme les personnes âgées sont entre guillemets improductifs, leur existence ne se résume pas à la quête forcenée d'argent et de sens. Par définition, l'un ne travaille pas encore, l'autre ne travaille plus. Et la personne âgée comme l'enfant, du coup, sont assez disponibles pour expérimenter tout ce qui est de l'ordre du magique ou du merveilleux dans le monde et de l'imaginaire. Peut-être l'un parce qu'il se projette dans le futur et l'autre parce qu'il se projette dans le passé et qu'il se rencontre quelque part au milieu de ça, vivent dans une espèce de réalité qui n'est pas celle de l'adulte, qui a ses propres rythmes, qui a sa propre beauté, sa propre poésie, et donc leur rencontre a quelque chose de beau. Et les jeunes d'ailleurs ont aussi des choses, c'est quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure, à enseigner aux plus âgés. On peut parler ici, allez, je savais que tu allais être là, Suzy, donc je t'ai mis dedans. On parle souvent de technologie comme quelque chose que le jeune transmet à la personne âgée. Alors là, avec quelques on y laisse quelques plumes dans Aïmami. Mais il y a la notion d'un échange, de quelque chose de mutuel. La personne jeune apporte au personnage âgé quelque chose et vice-versa. Vas-y, passe prochain. Et ça, c'est ce que la théoricienne Vanessa Hewson appelle l'effet de bascule, le seesaw effect. L'effet de bascule, c'est la complicité qui se noue en dehors des normes agistes d'une société, qui exclut à la fois les personnes et les enfants, les personnes âgées et les enfants. Car, en fait, ce que ces relations nous montrent, c'est que la pseudo-normalité, culturellement, elle se situe quelque part entre 25 et 60 ans. C'est la normalité d'un monde productif, valide, mobile, rapide, individualiste, qui gagne de l'argent, etc. Des règles auxquelles enfants et vieillards dérogent à la fois par leur corps et par leur compréhension du monde. Donc en fait, ces stéréotypes que j'ai mentionnés tout à l'heure, comme les stéréotypes qui sont liés à l'enfant, que je n'ai pas mentionnés, on peut les dénoncer, mais on peut aussi les analyser pour montrer comment ils stabilisent une vision de la norme comme étant celle de l'âge adulte. Et ils montrent une espèce d'angoisse adulte par rapport au vieillissement. Et cette angoisse,
en fait, c'est d'une certaine manière une critique par rapport au mode de vie dominant. C'est une angoisse de dériver par rapport à une vision hégémonique de ce que devrait être la vie. Et la littérature jeunesse nous apprend à analyser, on peut déconstruire cette angoisse grâce à la littérature jeunesse. C'est très frappant dans le texte. Alors c'était marrant de voir que notre petit vieux est là aussi, de là-haut, de Pixar. On voit bien ça dans là-haut. Alors on a ce personnage âgé, dont je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais sa maison est de plus en plus entourée par des travaux qui visent à faire construire une énorme cité là où il a sa petite maison. Et lui refuse absolument d'abandonner sa petite maison. On parlait de maison tout à l'heure. Et on a ce petit scout qui est gros et qui vient frapper à la porte. Et lui, il est forcément aussi déviant par rapport à la norme de son âge, de par son physique d'une certaine manière. Ils vont décider de s'enfuir, surtout lui, le vieux, en mettant des ballons sur sa maison. Et il emporte donc son petit compagnon dans les airs et ils vont apprendre à se connaître. Cette échappée-là, elle est très intéressante parce qu'elle montre très bien la complicité entre personnages âgés et personnages jeunes, mais aussi comme leur échappée est une échappée très radicale en fait, d'un monde capitaliste, extractiviste, territorial, qui vise à effacer les traces du passé. La maison du vieux monsieur, ils veulent l'effacer, en faire table rase. Et cette échappée-là, qui va dans le domaine du rêve, ils vont littéralement dans les nuages, eh bien, elle n'est rendue possible que parce que, par leur âge et par leurs comportements, les comportements qui y sont associés, ils présentent en eux-mêmes, de par leur corps, de par leur situation, une critique de ce modèle extractiviste et possessif. Et même dans les représentations les plus typiques ou stéréotypiques de la personne âgée, alors là on a Albus Dumbledore, le grand sage, mais aussi ce texte magnifique de Lois Lowry, Le Passeur, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, on a cette critique-là qui existe, qui est latente dans la personne âgée même. Le vieux sage, notamment dans le cas du passeur, est exclu du monde et doit avoir son domaine d'activité qui est un petit peu à l'extérieur de ce monde-là, qui vise à conserver un passé. On le tolère, mais on l'aime pas trop. Les adultes n'aiment pas trop le passeur, ils ont peur du passeur. Et voilà que Jonas arrive, qui va être le nouveau passeur et qui doit donc recevoir des mains du passeur la mémoire de toute la civilisation, de toute la société qui a été mise de côté pour permettre à cette société dystopique de progresser. Là encore, on voit que l'enfant et le vieillard rendent lisible par leur complicité la société si normée des adultes qui est obsédée par le présent, qui rejette à la fois cette force de futurité que représente l'enfant et cette force de passé que représente la personne âgée, et qui va mettre de côté à la fois l'aspiration, le désir, l'espérance du côté de l'enfant et l'expérience vécue du côté de la personne âgée. C'est pour ça qu'on peut parler d'effet de bascule, comme le fait Vanessa Hewson, mais dans ce mouvement de bascule, moi je vois aussi celui d'un autre type de scie, ou de saut, comme on dit en anglais. C'est celle de la scie passe-partout, paraît-il, comme ça qu'on appelle ça, où deux personnes font beaucoup plus que de se balancer gentiment, mais aussi scient figurativement par leur transgression des normes adultistes de la société, un tronc commun de comportements, d'idées et de manières de vivre attendues. Et c'est pour ça que les représentations des personnes âgées ont un tel potentiel transgressif en littérature jeunesse. Je pense que de nos jours, c'est vraiment important en tant qu'autrice jeunesse et illustratrice, évidemment, de s'interroger sur ces représentations-là, d'autant plus qu'elles font écho à tout un tas de questionnements très actuels. Alors là, on a beau voir encore au milieu avec la vieillesse, qui a été très, très précurseur dans ses analyses de la vieillesse. Mais de nos jours, on est en train de découvrir ou de redécouvrir la portée, la puissance culturelle de la vieillesse. De nombreux livres, notamment sur la ménopause, c'est très intéressant que, encore une fois, ce sont les femmes qui font ce travail de déconstruction culturelle, on se demande pourquoi, pour montrer l'exclusion, les stéréotypes dont sont victimes les personnes âgées, du fait notamment du patriarcat, des dynamiques néolibérales, individualistes, capitalistes, qui portent comme norme centrale l'homme aisé adulte et la femme blanche jeune. Donc c'est très important de réfléchir au rôle que font jouer la culture et la littérature aux personnes âgées, afin de sortir, non seulement de sortir des stéréotypes, mais d'aller vers une littérature plus intéressante, plus complexe, plus nuancée, et qui reflète plus habilement en fait, cet âge-là de la vie, sans renforcer ou perpétuer certaines formes de domination. Transgresser ces scripts est difficile. C'est difficile de parler de personnes âgées qui n'ont rien à transmettre.
ou chez qui on cherche vainement un apprentissage. D'une certaine manière, moi j'ai eu à écrire ça dans ce livre-là, Sainte Marguerite Marie et moi, qui est un livre qui est publié en adulte, parce que c'est un livre pour adultes, pour une très bonne raison, c'est que ça parle en partie d'une personne âgée qui n'avait plus rien à me transmettre, ma grand-mère, puisque dans ce livre, je me mets à la recherche d'une sainte ancêtre du XVIIe siècle, sur laquelle ma grand-mère aurait été absolument volubile quelques années plus tôt, mais qui, au moment où je commence l'enquête sur cette sainte, n'a plus rien à me dire dessus. Et en réalité, alors c'est sorti en adulte, c'était comme ça, évidemment, la question ne s'est jamais posée. Mais en me la posant maintenant, je me dis, mais comment est-ce qu'on écrirait ça en jeunesse, en fait? Comment est-ce qu'on pourrait transgresser ce script si ancré de la personne qui a quelque chose, qui n'a plus rien à transmettre. Il faut aussi aller à l'encontre de nombreux stéréotypes, à la fois donc, dans l'édition jeunesse, mais aussi dans les médias. Là, je terminerai avec une histoire qui est vraiment déprimante, mais qui est sur H-Tendre, qui est le fait que H-Tendre, ma maison d'édition a vainement tenté de la vendre au cinéma, avec pour réponse de tous les producteurs qui l'ont lu, on aime beaucoup l'histoire, mais les vieux au cinéma, c'est moche. Littéralement, hein, je répète les mots, c'est moche, ça fait pas vendre. Et quand on opposait des choses comme « mais il y a eu les vieux fourneaux, il y a eu… » il disait « oui, donc du coup, il y a déjà eu un film sur les vieux. » Donc voilà, il y a encore du boulot. Et tu peux peut-être passer à la toute dernière qui parle des questions. Voilà, c'est juste une image pour vous demander si vous avez des questions sur ce purgatoire dont on cherche à sortir les personnes âgées dans les représentations en littérature jeunesse. Merci. Vraiment bravo Clémentine, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation sur le purgatoire? Présentez pas Clémentine. Tu peux parler fort? Je crois qu'il y a une seule personne en littérature de jeunesse, peut-être deux avec Mario de Muraille, qui pourrait présenter ça d'une façon aussi intelligente et complète. Et je te félicite. Maintenant, je veux quand même défendre mon beefsteak. J'ai que ma petite fille, avec qui beaucoup de complicité ici présente, et j'ai écrit un livre sur une semaine de complicité tragique avec elle en Corse, qui s'appelle Tes seins tombent, où j'ai inventé un mot qui est maintenant très courant, qui s'appelle grand-merdé. Et c'est ma petite fille qui m'a informée quand on a partagé une chambre de cette funeste nouvelle qui donne le titre au livre. Et je voulais dire aussi à plusieurs reprises, bon, j'ai des jeunes grand-mères qui meurent dans mes livres. Mon dernier livre, Galère, c'est une longue deuil, hein, pour un jeune parent, et puis, je ne veux pas dire la fin. Et aussi des grand-mères extrêmement indisponibles, surtout dans la famille trop de filles. Il est évident que je ne cherche pas à dire que les livres de Suzy Morgenstern ont des grands-mères stéréotypées dedans. Non, je pense que ce qui est important, c'est que en fait, c'est la répétition des mêmes récits. C'est quand on voit que les mêmes types de motifs, etc., arrivent de livre en livre en livre, peu importe qui les a écrits. Moi, j'y ai participé, tout le monde y participe, en fait, inconsciemment et consciemment. Et consciemment, bah ouais. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que parfois, comme dit Emmanuel, on a tout à fait raison de perpétuer des stéréotypes quand ils sont de l'ordre de l'archétype, quand on a besoin d'un personnage sage, d'un personnage… C'est tout à fait normal et on le fait en permanence quand on écrit, de toute façon. Mais de soudain prendre conscience de ça et des raccourcis qu'on prend quand on écrit des personnages âgés, c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, dans Sauveur et Fils, ce qui est intéressant, on a un personnage âgé hyper intéressant, Jovo. Tu veux en parler ?
Donc dans Sauveur et Fils, c'est une série qui a maintenant 7 tomes, donc j'ai écrit le 7e tome en collaboration avec ma mère, donc déjà là on était dans le conflit intergénérationnel permanent. Donc il y a ce personnage de Jovo, un ancien légionnaire qui est recueilli par le personnage principal Sauveur Saint-Yves qui est psy. Il y a une grande maison vide dans laquelle il accueille de plus en plus de gens. Et donc Jovo, il le trouve, c'est un vieux monsieur qui a un peu perdu la boule et qui vit sur un banc dans la rue et qui va accueillir. Et donc ce qui est rigolo, c'est un personnage qui est franchement antipathique parce qu'il est raciste, il est sexiste, il a fait des trucs horribles dans sa vie, il a flingué des gens, il a mené des enfants dans un cambriolage, il me semble. Enfin, il a fait des trucs horribles. Et bizarrement, les gens ont quand même décidé d'aimer Jovo, si bien que ma mère avait prévu de le dézinguer, lui, en saison 6, je crois, et qu'une lectrice lui a dit oh, « Moi, mon personnage préféré, c'est Jovo, je veux jamais qu'il meure, et tout ça. » Et c'est ce qui fait que Jovo se retrouve encore aujourd'hui en vie. Il a peut-être entre 95 et 100 ans à ce stade, mais elle a juste pas réussi à le buter, quoi. Il est grand-père sans le savoir, et donc il y a cette question de la filiation, puisque il a une fille qu'il ne veut pas être en contact avec lui, et qui a un enfant. Arrière-grand-père, oui. Frédéric, c'est sa petite-fille. Il a une petite-fille qui a très peur de lui, et qui ne veut pas qu'il ait de contact avec cet enfant. Et donc il ne sait pas qu'il est arrière-grand-père d'un petit Lawrence. Donc il y a aussi effectivement cette rupture dans la filiation qui est intéressante et auquel j'avais pas pensé là en t'écoutant. Mais j'avais pensé au personnage de Jovo quand tu parlais des gentils grands-parents, parce que lui, il est assez indécrottable. Il est au-delà de la réforme, je pense. Mais là encore, on a une scène dans le dernier Sauveur et Fils où Jovo apprend à parler à la petite fille en lui disant non mais juste non, parle normalement quoi, parce que là je te comprends pas, parce que la gamine elle fait juste des petites voyelles, elle dit c'est quoi le mot qu'elle dit, elle dit ga, un truc comme ça, Gueda, elle dit Gueda, et là non mais moi je comprends pas, tu veux ta balle, bah t'as qu'à dire balle. La gamine finalement elle finit par apprendre à parler parce que ça file droit avec le légionnaire, donc il lui apprend à parler. Oui, juste une première chose pour commencer, c'est que j'ai fait lire votre livre à ma maman qui s'occupe de sa mère qui est qui perd un peu l'esprit. Et elle a adoré, elle a acheté à ses 5 frères et sœurs. Et ils m'ont tous dit vous remercier aujourd'hui parce que ça les a beaucoup aidés en les faisant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je me demande si finalement la façon que vous avez trouvé de changer le regard sur les personnes âgées et sur ces figures de grands-parents, c'est pas d'avoir choisi un narrateur qui lui-même est particulier, puisqu'il a l'air d'être dans le spectre de l'autisme. Et du coup, un petit peu, enfin je sais pas, vous me direz, et du coup il dit des choses peut-être plus brutes de décoffrage que ce qu'on attend, il va dire les choses autrement, et peut-être que c'est ça qui aide à avoir ce biais dont vous disiez qu'il faut le chercher. Oui, en fait, j'avais pas réfléchi à Valentin comme personnage autiste avant qu'on me le dise, une fois que le livre était publié. Pour moi, c'était un hyper anxieux. Il y a beaucoup de ces comportements, et puis aussi de ces comportements de défense que j'ai moi-même apprises d'ailleurs en stratégie contre l'hyper-anxiété. Mais c'est vrai que je me suis aperçue, et c'est marrant comme on n'est pas conscient de ses propres représentations, que de certaines manières, il était lui-même archétypal d'une forme d'autisme. Donc, mais c'était assez inconscient à l'époque. Mais c'est vrai que la perception littéraire de la personne âgée, c'est vraiment très très important. Enfin, on se pose la question, et je pense que Rachel a fait exactement la même chose dans J'ai tout dans ma tête, d'une vision de la réalité un petit peu en décalage avec la norme, qui va du coup créer cette complicité-là avec des personnes qui sont elles-mêmes en décalage avec la norme. Et peut-être que c'est plus facile, entre guillemets, de parler depuis cette position anormale, parce que ce qui lui va saisir comme inconfort, comme désagrément, comme chose qui génère de l'anxiété, vont trouver une réponse aussi dans ce que les personnes âgées font. Mais pour moi, un moment qui était très crucial, d'ailleurs à la toute fin, c'est qu'il y a un moment de flottement où on n'est pas sûr. Les personnes âgées, on n'est pas sûr que les personnes âgées elles-mêmes ne sont pas au courant de tout ce qui se passe et jouent en fait le jeu de Valentin pour lui faire plaisir à lui. Et ce moment de renversement, pour moi, il était très important. Je l'avais en tête depuis le début. Je voulais que ça soit là, juste quelques phrases, mais à la fin, et que ça soit présent, qu'on ne sache pas exactement qui vit dans la réalité alternative de qui.
je passe et puis je poserai après. Bonjour. Depuis le début, quand j'ai commencé à lire votre roman, il y a quelque chose qui me turlupine. J'ai fait des études en bioneuroémotion et une branche de la bioneuroémotion, c'est l'étude du transgénérationnel. Et on analyse les maladies. Et il y a des maladies, il y a cette information qui est transmise entre génération et génération. Ce n'est pas seulement les yeux ou les cheveux, mais aussi toute cette information qui parfois est manifestée à travers des maladies. Et du coup, pour moi, c'est très intéressant de voir que l'Alzheimer, c'est une maladie qui vient de la séparation et de la solitude, d'une sensation de solitude dans la réalité actuelle de notre vie. Alors, Valentin, il est un gamin qui est normalement en solitude tout le temps. Et du coup, il y a un rapport entre la maladie où il est envoyé, et c'est très personnel. Et après, il devient une personne sociale. On va dire qu'il va pouvoir se soigner inconsciemment. Du coup, il ne va pas répéter cette histoire qui probablement c'était l'information qu'il avait dans sa tête inconsciemment d'Alzheimer grâce à cette expérience. Du coup, j'aimerais savoir, parce que vous avez utilisé le mot archétype à plusieurs reprises, ça me fait penser à Jung. Et du coup, je voulais savoir ou c'est seulement ça ou cette idée bien... Voilà, c'est un peu ça. Alors c'est sûr que sans utiliser les mêmes termes que vous, il y a des questionnements qui m'habitaient beaucoup quand j'écrivais le livre, qui étaient sur qu'est-ce qu'on fait d'une histoire qui, comment dire, selon les personnes, a des degrés variés d'oubli. Donc on a Sola qui a une histoire dont elle est la seule à se souvenir. C'est le seul réceptacle de cette histoire passée qui lui appartient à elle. Par définition, je ne veux pas révéler ce que c'est, mais elle est la seule à s'en souvenir. C'est ça son poids. Le poids de Valentin, c'est que lui, il a une histoire personnelle de sa famille complète, de ses parents aimants, etc., dont il est le seul à vouloir préserver la mémoire, puisque apparemment tout le monde s'en fiche. Ses frères et sœurs ont déjà mis ça derrière eux, son père et sa mère ont déjà mis ça derrière eux, enfin sa mère pas tout à fait, mais bon bref. Et lui, il y tient absolument à cette histoire, il veut pas la laisser partir. Et ils sont mis en confrontation avec des personnes âgées qui, elles, ont une histoire qui s'enfuit par petits bouts, qui revient parfois, qui se enfuit. Et ça, cette dynamique-là de qu'est-ce qu'on fait d'une histoire, soit qu'on est la seule à savoir, soit dont on ne veut pas perdre la mémoire, soit qu'on a déjà oublié, qu'est-ce qui se passe quand ces dynamiques-là sont mises en commun dans un même lieu, dans une même maison. Et Valentin, il est normal qu'il trouve ça très très agréable d'être dans un lieu où tout est exactement tel que c'était il y a 50 ans, même s'il n'a jamais connu cette époque, parce que pour lui, la stabilité de ça, c'est la clé de son bonheur. Et bien après avoir écrit le livre, j'ai découvert un concept psychanalytique, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je le trouve très intéressant, de perte ambiguë. Et le concept de perte ambiguë, dont j'ai entendu parler plus tard, c'est tous ces états où on a perdu une personne ou une chose sans pouvoir réellement clore le processus de deuil, dont typiquement, alors ça peut être des gens qui ont disparu et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ça peut être des gens donc, voilà, qui sont partis, etc. Et éminemment, avoir un proche qui est atteint de démence ou de maladie d'Alzheimer, c'est un phénomène de perte ambiguë, dans le sens où là, c'est l'inverse d'une personne qui a disparu, on ne sait pas ce qu'elle a devenu. La personne est là, elle est présente de corps, d'esprit parfois, mais pas toujours. Et donc on a une espèce de processus de deuil très étonnant qui s'installe avec une personne encore vivante. Et d'ailleurs, je pense que, et pour en avoir pas mal parlé, il y a pas mal de gens qui seraient d'accord pour dire que quand on perd une personne qui est atteinte de démence, on est presque moins triste qu'on devrait l'être, parce que le processus de deuil a commencé il y a tellement longtemps, parfois des années, que quand ça arrive à la fin, la perte n'est pas en fait vraiment beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été pendant toutes ces années-là. Et ça, c'est vraiment le concept de perte ambiguë. Et en fait, je pense que si j'avais découvert ce concept avant, j'aurais pu me verbaliser que c'était ça le sujet d'Ashchandre. Pour ce qui est des archétypes, des stéréotypes, ouais, c'est pas une référence absolument directe à Jung, mais c'est vrai que j'aime beaucoup réfléchir en termes d'archétypes versus stéréotypes en littérature jeunesse, dans la mesure où un archétype, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui génère des scripts, c'est quelque chose dans lequel vont s'inscrire des millénaires d'histoire. Des stéréotypes, c'est quelque chose qui aplatit, quelque chose qui simplifie, qui est de l'ordre du simpliste. Alors, moi, Clémentine, je voulais finir avec le sentiment de mes étudiants, et ça va se traduire en compliment,
que je partage. Et puis une petite question pour finir, qui est une question vraiment ouverte, qui va intéresser, je pense, pas mal de collègues qui sont dans la salle. Donc d'abord, le sentiment de mes étudiants et puis le mien, c'est que précisément, on n'est jamais avec Âge tendre dans les archétypes, y compris avec l'histoire justement de Sola et puis l'histoire de Valentin avec sa belle-mère. Je ne vais pas divulgacher pour les quelques rares personnes qui n'auraient pas encore lu. C'est ce qu'on dit, je crois, au Québec, divulgacher. C'est grâce aux Canadiens qu'on a. Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est toujours dans la nuance, systématiquement. Et il y a un monsieur qui meurt, dans mon souvenir, je l'ai associé au cochon parce qu'il a un peu un caractère de cochon et parce qu'il collectionne les cochons. Il y a ce monsieur qui meurt et il y a Valentin qui avait ramené d'une brocante, la fameuse brocante de Lille, enfin bon. Il lui a ramené un cochon. Forcément, le monsieur collectionne les cochons. Et nous avons de la peine, même si ce vieux monsieur avait un caractère de cochon. Et Valentin, dans cette perte ambiguë, qui lui avait offert le cochon, voudrait le reprendre, il n'ose pas. Et il y a quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui est adulte, plus âgé que Valentin, mais plus jeune que ce monsieur qui est mort de mort naturelle. Et cette personne lui donne ce cochon. Et comprend que Valentin avait envie de le récupérer. Et ça a l'air complètement idiot et anecdotique, mais moi j'ai beaucoup aimé, Clémentine, ce passage, parce que j'ai trouvé que c'était, alors à la fois ridicule, il veut récupérer son cochon, mais tellement juste. Il n'ose pas, il est face à la mort, ce Valentin, peut-être pour la première fois de sa vie. Il avait fait ce cadeau et quelqu'un lui fait le cadeau d'essayer de le comprendre et de lui dire tu peux reprendre cet objet qui sera aussi un souvenir parce qu'il aimait bien ce vieil homme au caractère de cochon. Et voilà, Âge tendre, c'est des moments tendres. Pardon, hein, j'ai l'air de faire de la pub, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toutes ces nuances. On n'est jamais dans la caricature, jamais. Donc merci, je te remercie vraiment Clémentine et au nom de mes étudiants. Merci à tous les étudiants, les étudiantes pour vos travaux extraordinaires, merci. Oui, on va pouvoir applaudir tout le monde, applaudir les étudiants, mais la seule petite question, et pardon, je devrais connaître la réponse parce qu'il y a des collègues anglicistes dans la salle, hein, c'est est-ce que c'est déjà traduit en anglais, Âge tendre? Non, et je pense pas qu'il le sera. Non, bah, il est très français quand même. Hein. C'est vraiment très français. Je pense que il est... de toute façon, les Anglais, légendairement, ne traduisent que très peu de choses. Mais en plus, quand on leur demande de savoir qui était déjà que Françoise Hardy, béni soit son nom, est quand même un peu pas forcément hyper connu encore de nos jours. Mais alors, ouais, dans un texte qui se passe dans les Hauts-de-France avec Françoise Hardy dedans, c'est compliqué à vendre. Merci infiniment à tout le monde d'être venu, merci.